salue et je vous remercie d'être venus nombreux pour entendre notre communication que nous avons délibérément intitulée « Quand fait mal le respect du droit constitutionnel pénal par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ». Comme vous le savez, l'affaire Bukanga Lonzo, médiatisée à l'extrême, a incarné un moment de lutte déclarée et engagée contre la corruption et la prédation en RDC. Un ancien Premier ministre fut très vite considéré comme une prise de choix parmi tous ceux que l'on considère à tort ou à raison comme affameurs du peuple qui désormais n'auraient même pas droit à être entendus tant leurs responsabilités seraient patentes et leurs sanctions connues et surtout méritées. La prison. L'acharnement du ministère public à poursuivre le Premier ministre honoraire s'inscrivait dans ce contexte. Contexte qui part du souci légitime du peuple de voir les détourneurs et les corrompus poursuivis et punis. Contexte qui se transforma en la chasse aux sorcières, en accusation et en délation facile, autant de pratiques et de raccourcis, naturellement portés par des démagogues qui vendent les vents et l'illusion au peuple pourtant qui aspire légitimement à des jours meilleurs. Un tel contexte est largement construit sur l'irrationnel, aux dépens du droit et d'une justice sereine. Et lorsque par un clin d'œil de l'histoire, la justice se ressaisit, comme lors de l'arrêt Bukanga Lonzo du 15 novembre 2021, il ne faut pas être surpris que certaines rancœurs, déceptions et frustrations s'expriment à la suite d'une décision pourtant juste, mais qui leur fait d'autant plus mal que seule la condamnation prononcée depuis longtemps en dehors du palais de justice était le seul verdict attendu. C'est pourquoi on ne peut jamais se lasser d'éclairer la lanterne de ce que le contexte a rendu insensible au droit et aveuglé, parfois de bonne foi, par une information à la fois abondante et nauséabonde, loin de la vérité qui seule mérite notre respect et notre amour. Tel est le sens et la raison d'être de la présente communication. Et dans un premier point, je rappelle la procédure. Le 15 novembre donc de l'année 2021 est une date historique dans les annales de la justice congolaise. Ce jour-là, la plus haute juridiction du pays, à savoir la Cour constitutionnelle,
a rendu son premier arrêt en matière pénale en application de l'article 163 de la Constitution, dont voici les termes. J'ouvre les guillemets. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Je ferme les guillemets. Lorsque nous disons en application de, c'est dans le sens que le ministère public près la Cour constitutionnelle prétendait. Mais en réalité, par sa requête en fixation d'audience du 27 août 2021, déférant le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon devant la Cour constitutionnelle et par son premier réquisitoire adressé aux deux présidents des chambres du Parlement le 28 avril 2021, le ministère public sollicitait les autorisations des poursuites judiciaires et invoquait l'article 166 de la Constitution qui dispose comme suit. J'ouvre les guillemets. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Ici apparaît une injustice qui corrompt tout. Cette disposition concerne les personnes clairement désignées et ne peut être détournée de son objet ni être étendue à des personnes autres que celles qu'elle désigne. Dans ce sens, un ancien chef de l'État ou un ancien Premier ministre ne peuvent être concernés en aucun cas. Seule une tendance lourde à l'injustice peut conduire à une autre lecture du texte et à un tel comportement doleux. Je ne sais pas si c'est suite à un mouvement de l'esprit ou de l'âme, mais le même ministère public émet un deuxième réquisitoire du 12 mai 2021 adressé au président des deux chambres du Parlement, précisant que sa demande d'autorisation de poursuite du sénateur Matata était adressée uniquement au sénateur. En français facile, nous pourrons dire que l'officier du ministère public savait désormais qu'il ne poursuivait plus un ancien Premier ministre, mais plutôt un sénateur. Non plus en application des dispositions constitutionnelles précitées, mais plutôt de l'article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Dès lors, une première question se pose. La Cour de cassation est-elle compétente pour juger un ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions? La réponse est non. Et une réponse affirmative violerait frontalement l'article 164 de la Constitution. La deuxième question est la suivante. Puisque le procureur général, près la Cour constitutionnelle, voudrait poursuivre un sénateur, est-il sûr qu'il demeure compétent devant la Cour de cassation, même en cas d'autorisation de poursuite? La réponse est négative. Et il devrait être le dernier à ne pas le savoir,
car il est l'organe de la loi. Et plus que tout autre citoyen, il a l'obligation de connaître la loi, qui est sa seule autorité, et qu'il doit respecter et faire respecter. Un officier du ministère public qui ignorerait la loi ou qui, la connaissant, la violerait intentionnellement, commettrait une injustice grave, souvent irréparable, qui rendrait le procès pénal inefficace et discréditerait l'état de droit qui est censé être notre pays. Enfin, et c'est la dernière question, est-elle imaginable la situation où un sénateur, dans le cadre de la Constitution de la Troisième République, peut se trouver attrait pénalement en justice devant la Cour constitutionnelle? C'est impossible. Et cette situation n'existe pas, car la question a été tranchée par la Constitution qui donne au sénateur son juge naturel, à savoir la Cour de cassation, dont toutefois il conviendra de préciser que sa compétence matérielle ne peut s'étendre aux infractions déjà prises en charge par la Cour constitutionnelle en vertu même de la Constitution. Et c'est ici que doit intervenir la notion de droit constitutionnel pénal, pour dire que l'on ne peut opposer le code pénal aux incriminations et procédures prévues et définies par la Constitution et dans la Constitution, et que celle-ci a confié à une cour expressément désignée, à savoir la Cour constitutionnelle. Plus que d'autres, cette dernière question et sa réponse font voir combien, à l'initiative de l'officier du ministère public près la Cour constitutionnelle, celle-ci s'est retrouvée dans une situation inimaginable, cocasse et juridiquement indéfendable. Et suite aux moyens d'incompétence et d'irrecevabilité, la Cour n'avait d'autre choix que de se débarrasser de cette patate chaude qui lui avait été filée par l'officier du ministère public. Passons sous silence le troisième réquisitoire, qui n'a fait qu'amplifier la confusion, car l'autorisation de poursuite n'a jamais été accordée par le Sénat, et celui-ci, par sa lettre du 15 juin 2021, a signifié cela au procureur général. En d'autres termes, à la date d'aujourd'hui, on insiste pour qu'on poursuive un sénateur à propos duquel les immunités n'ont jamais été levées. Ainsi, donc, bravant les droits, la loi et le Sénat, l'officier du ministère public déférait le Premier ministre honoraire devant la Cour constitutionnelle sans aucune autre forme de procès, comme il sait si bien de le dire. La défense n'avait plus de choix que d'aligner ses moyens, à commencer par l'exception d'incompétence soutenue par des textes constitutionnels et légaux. La première exception d'incompétence a été tirée bien sûr de la violation de l'article 163 de la Constitution. La deuxième exception d'incompétence de la Cour constitutionnelle
était tiré de la violation de l'article 164 de la Constitution. Cet article, les juristes, les professionnels du droit le lisent parfois très mal, malgré la qualité et la structure du texte. Il est dit ceci: la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques. Pour des infractions politiques. Quelles sont ces infractions politiques? Le texte poursuit: infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité. Ça sont des infractions politiques, dit la Constitution. Pas quelqu'un qui interprète, mais quelqu'un qui lit la Constitution. Plus précisément, les infractions politiques qui peuvent être mises à la charge du président de la République et du Premier ministre, à savoir la haute trahison, l'outrage au Parlement, l'atteinte à l'honneur ou à la probité, relèvent de la Cour constitutionnelle, dit la Constitution. Il en est de même des délits d'initiés pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et c'est parce qu'il s'agit d'un président ou d'un premier ministre en fonction que le constituant, à l'article 167 alinéa 1er, a prévu qu'en cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. Déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle. C'est encore parce qu'il s'agit du président de la République et du Premier ministre en fonction que d'après l'article 167, alinéa 1er de la Constitution, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, mais pendant qu'ils sont en fonction, les poursuites contre eux sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat, de même que suspendue la prescription. Concrètement, l'officier du ministère public a voulu engager la Cour dans une impasse. En effet, en cas de condamnation, la Constitution prescrit la déchéance du Premier ministre. Comment alors la Cour allait-elle procéder pour déchoir quelqu'un qui n'a pas qualité de l'être? En d'autres termes, l'ancien Premier ministre Matata, n'étant plus en fonction de Premier ministre, ne pouvait en aucun cas et à aucun moment être déchu. C'est dire qu'à son égard, cette disposition était sans pertinence. Il ne s'agissait pas ici de s'engager dans des interprétations stériles d'un texte qui ne reflète que des évidences. La déchéance ne concerne que le président ou le Premier ministre en fonction. Car les infractions dont il s'agit ne sont que des infractions de fonction, ne peuvent être poursuivies que pendant l'exercice de cette fonction. Et les sanctions prévues par la Constitution ne sont applicables qu'au chef de l'État et au Premier ministre en fonction, avec comme conséquence ultime la déchéance de la fonction.
Et c'est avec raison que la Cour constitutionnelle a constaté et déclaré son incompétence à juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, une décision contraire pouvant rendre la Cour coupable d'excès de pouvoir. D'excès de pouvoir. Et pour renforcer ce raisonnement, il y a un argument de texte qui confirme l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Ce texte, c'est la loi numéro 18021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. En effet, si la Constitution avait vidé la question du statut pénal d'un ancien Premier ministre et d'un ancien président de la République, cette loi n'aurait aucune raison d'être et aurait été déclarée d'ailleurs anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle. Et toutes ces exceptions d'incompétence trouvaient, je dirais, leur point d'orgue dans l'article 19 qui veut que chacun, chaque citoyen, chaque justiciable ne puisse répondre de ses actes que devant son juge naturel, les juges que la loi lui assigne. En d'autres termes, c'était incongru qu'on voit un sénateur en train de se défendre devant une cour autre que la Cour de cassation. Mais nous le disons en précisant toujours que cette même Cour de cassation n'a pas dans ses attributions les actes, les faits commis par un Premier ministre en fonction, un chef d'État en fonction. Parce que la Constitution a attribué ces actes expressément et exclusivement à la Cour constitutionnelle. Et nous avons bien sûr, devant la Cour constitutionnelle, insisté sur le caractère d'ordre public de l'exception d'incompétence. J'ai vu des professionnels du droit qui écrivent dans leurs papiers, dans leurs carnets, dans leurs agendas, qu'il fallait laisser la Cour aller au fond des choses, savoir exactement ce qui s'est passé. Mais l'exception d'incompétence est d'ordre public. C'est-à-dire, le juge qui entend cette exception dit « Je suis mis en cause. Je ne peux pas aller plus loin sans répondre. Si je ne réponds pas et que je dise « Je joue cela au fond », quand, après le fond, je constaterai que j'ai été incompétent, j'aurais jugé sans y avoir droit. Donc, il faut vider avant de prétendre à toute autre discussion. Et c'est ce que le juge constitutionnel a compris, et c'était évidemment notre plus grand plaisir. En résumé, sur les acquis de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, sur l'arrêt du 15 novembre, qu'est-ce que nous pouvons retenir? 1. La Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel d'un ancien Premier ministre ou un Premier ministre honoraire. Deuxième chose, en l'état actuel de nos textes, de tous les textes disponibles, aucun d'entre eux ne prévoit la procédure pénale à appliquer contre un ancien Premier ministre pour des infractions politiques.
et pour des infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il y en a même qui parlent d'un vide juridique. Non, il n'y a pas de vide juridique. Les constituants ont voulu résoudre un problème précis. Que faire lorsque les faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction sont commis par un chef d'État en fonction, par un premier ministre en fonction, qui ne peuvent être atteints par aucune citation directe? Qu'est-ce qu'on fait? Des personnages ou des personnalités à propos desquels il est difficile, tant qu'ils sont là, de lever les petits doigts contre eux. Quelle garantie nous donnons finalement aux citoyens face à des personnages aussi fortes, aussi puissantes, de par la Constitution, bien sûr? Il a dit non. Cette procédure-là, nous allons en faire une procédure à part. D'abord, ils ne peuvent pas répondre devant un juge des juridictions de l'ordre judiciaire. Ensuite, il y a une procédure spéciale qui passe par une institution politique qu'on appelle le Parlement. Le Parlement autorisera l'ouverture d'une instruction. Le Parlement, en cas de gravité des faits, autorisera les poursuites, autorisera qu'il soit déféré devant un juge. Quel juge? Constitutionnel. Et c'est écrit. Il suffit d'ouvrir la Constitution. C'est écrit. C'est lisible. Vous pouvez le lire. Éventuellement me contredire, mais c'est écrit. Sauf le ministère public qui ne voit pas ces dispositions ni ces précautions. Il n'y a pas de vide juridique. Les constituants ont pris une option à l'égard des personnalités les plus élevées dans l'État. Non pas pour les protéger en tant que tels, mais pour protéger leurs fonctions, protéger le fonctionnement des institutions. Donc il n'y a pas à dire le législateur doit faire un nouveau texte. Non, à propos de quoi? Il n'y a pas un nouveau texte. Il n'y a pas à s'acharner sur les anciens chefs d'État ou anciens premiers ministres. Parce que s'ils ont commis des infractions en rapport à leur fonction, ils ont eu aussi le temps d'être poursuivis et jugés. Ne l'ayant pas été, il ne faut pas profiter de leur position actuelle de faiblesse d'un citoyen lambda pour évidemment régler des comptes, organiser la vengeance, etc., etc. C'était un choix du constituant. Et une autre leçon, c'est de retenir que la Cour constitutionnelle est donc le juge pénal d'un président de la République en fonction et d'un premier ministre en fonction. Plus précisément encore, nous dirons que les juges pénals des faits commis par le chef de l'État et le premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à l'exclusion des juridictions de l'ordre judiciaire, qui d'ailleurs ne peuvent avoir des compétences que seules leur attribuées expressément par la loi. Aucune juridiction ne peut exercer des compétences que la loi ne lui donne pas. Sinon, le bourgmestre de Matete ira siéger à la Cour constitutionnelle. D'un moment à l'autre, il apparaît et dit « Moi, je viens vous dire que voici ce qu'il faut décider. » Sinon, le président de la Cour va juger les infractions de police au tribunal de paix de Matete.
C'est ça qu'il faut comprendre. Chacun exerce quelle attribution que la Constitution et la loi lui donnent. Vous n'aurez aucun texte qui donne à la Cour de cassation la possibilité d'un tel exercice. Maintenant, j'y réponds petit à petit, mais les leçons du 15 novembre, les acquis de la jurisprudence du 15 novembre, sont-ils compris par tous? Non. Vous voyez ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, des informations faisant état des actes d'instruction et de poursuite posés ou qui sont en cours en vue de faire fixer l'affaire Mukangalonzo à la Cour de cassation. Comment, dans un état de droit voulu par notre peuple par voie du référendum, comment la Cour de cassation va-t-elle s'y prendre dans une affaire où la Cour constitutionnelle, qui est hiérarchiquement plus élevée qu'elle, a déjà déclaré son incompétence? Des questions demeurent. Je vois la première. La levée des immunités n'a jamais été obtenue dans l'affaire Mukangalonzo. Jamais accordée ni par la plénière ni par le bureau. Au contraire, une lettre explicite existe du président du Sénat qui rejette la demande d'autorisation de poursuite. Il faudra résoudre la question de la compétence matérielle. La Cour de cassation est une juridiction de l'ordre judiciaire. Elle juge les affaires de droit commun et n'a aucune compétence en matière d'infractions politiques qui ont été conférées à la Cour constitutionnelle. Et en d'autres termes, comment la Cour de cassation va-t-elle procéder sans se retrouver en rébellion par rapport à l'article 168 de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour sont sans recours? On apprend toujours dans ces réseaux sociaux que le procureur général près la Cour de cassation a ou aurait tenu le président de la République informé pour avis sur l'incompétence de la Cour de cassation parce que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée par un arrêt d'incompétence. D'abord, évidemment, la première interrogation ou la première surprise, c'est de voir que le procureur demande l'avis du président de la République dans un système politique où nous sommes habitués au texte qui nous parle et de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du magistrat qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Ensuite, devant la Cour constitutionnelle, des actes ont été produits qui montrent que la Cour de cassation, que le parquet de la Cour de cassation s'était déjà déclaré incompétent. Comment il va le redevenir pour demander la fixation de l'affaire? Ce serait concourir à ébranler le peu de crédit qui reste à notre système judiciaire dans sa capacité et de juger et d'assurer un procès équitable. Bref, je crois que j'ai été très explicite sur l'état du droit, sur les questions que nous nous posons. Néanmoins, et c'est ma dernière considération, après le rappel de la procédure, après avoir décrit tout ce que le droit
constitutionnel prévoit. Après, il est temps qu'on se pose quand même la question. Pourquoi tant de remous et tant de rancœur? Pourquoi tant de remous et pourquoi tant de rancœur? Quand on entend un professionnel de droit dire « Non, il fallait aller au fond des choses ». Il sait ce qu'on devrait faire. Il ne peut pas ignorer qu'il existe des exceptions qu'on soulève in illiminalitis avant de prétendre à aborder les fonds. Moi, je prétends que la seule solution de nous en sortir, c'est de continuer à nous sensibiliser mutuellement sur ce que j'appelle les fondamentaux d'un procès pénal. Les fondamentaux d'un procès pénal. Un procès pénal doit s'inscrire dans l'état de droit. Un procès pénal doit s'inscrire dans l'idéal de justice. Un procès pénal doit respecter la légalité. Un procès pénal doit être équitable. L'état de droit est proclamé dans notre Constitution, même si la Constitution ne le définit pas. Mais tout le monde s'accorde pour dire que l'état de droit, c'est la bonne gouvernance. Et cela implique que l'État est soumis au droit. Soumis au droit. Un État au sein duquel les citoyens sont protégés de l'arbitraire par la sécurité juridique, la limitation de la puissance publique récuse l'État despote ou de police. Soumis au droit, l'État de droit respecte la Constitution qui définit l'étendue et les limites du pouvoir de chaque institution politique, proclame et protège les droits de l'homme et les devoirs des citoyens et sanctionne par ses juridictions les atteintes les plus graves à l'ordre public ainsi établi. Il ressort que nous tous, nos institutions, doivent travailler à l'avènement et à la consolidation de l'état de droit. Les institutions de la République, nous les connaissons. C'est le président de la République, c'est le Parlement, c'est le gouvernement, c'est les cours et tribunaux. Les animateurs de ces institutions doivent être en première ligne pour l'avènement de l'état de droit, pour la défense de l'état de droit, pour la consolidation de l'état de droit. La Constitution a élevé un certain nombre de valeurs et droits fondamentaux au niveau le plus élevé qui soit. La vie, la liberté d'aller et venir, la santé, l'éducation, la justice, le travail et la paix. Une institution qui s'écarte de ces valeurs expressément posées dans notre Constitution n'est pas au service de l'état de droit. Doivent être encore en première ligne pour l'avènement et la consolidation de l'état de droit les professionnels du droit, c'est-à-dire les professeurs, les magistrats, les avocats, les conseillers juridiques, les juristes à la recherche du travail, tous doivent s'y mettre pour consolider l'état de droit. La justice. Saint Thomas déjà disait en son temps que les lois injustes ne méritent pas d'être appelées des lois. Nous pourrions ajouter que des jugements injustes ne méritent pas d'être appelés des jugements. Tout ce que nous faisons doit obéir à la justice. Est-ce que nous sommes justes dans ce que nous faisons? Le modèle proposé dans la définition de la justice remonte à Aristote lorsqu'il écrit dans l'Éthique à Nicomaque. La justice, c'est le refus de toute pléonexia, c'est-à-dire de l'acquisition d'avantages pour soi-même en s'emparant de ce qui appartient à quelqu'un d'autre,
propriété, récompense, emploi, ou en refusant à une personne de lui rendre ce qui lui est dû, de tenir promesse, de rembourser une dette, de montrer le respect qui lui est dû. Donc les personnes sont considérées comme justes dans la mesure où elles possèdent comme un des éléments permanents de leur caractère un désir constant et efficace d'agir justement. Mais très peu d'entre nous se posent des questions, s'interrogent sur la qualité de leurs actes, sur la qualité de leur gestion, pour savoir si elle est faite d'injustice, si elle est faite de ses capacités de reconnaître à chacun ce qui lui est dû. Et je ne peux pas rater l'occasion de vous citer ce passage d'un certain John Rawls, quand il définit la justice et la vérité. La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle du système de pensée. Si élégante et économique qu'elle soit une théorie, elle doit être rejetée ou révisée si elle n'est pas vraie. De même, si efficace et bien organisée qu'elles soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. Un autre fondamental d'un procès pénal, c'est la légalité. La légalité. J'aurai d'autres occasions de le dire et de le redire. Il existe un principe, je dirais universel, qui veut que nul ne puisse être poursuivi que pour des actes ou des omissions prévues par la loi. Par la loi. Et que nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi. Et enfin, nul ne peut être poursuivi que dans la forme prescrite par la loi. Mais la liberté que notre système judiciaire prend vis-à-vis de la légalité, vous ne pouvez pas en mesurer l'ampleur. Moi, ma qualité d'avocat, j'ai rencontré des situations. Et quand je me souviens du principe de la légalité, tel que je l'ai enseigné, parfois la plupart d'entre eux, c'est ahurissant. Ahurissant. Je vais vous donner un petit exemple. En matière de détournement, la loi dit le détournement, c'est le fait d'échanger des destinations, des sommes, valeurs que vous avez entre les mains, c'est le terme de la loi, et qui vous ont été confiées en vertu de votre charge. Ça, c'est l'article 145 de la Constitution. Manifestement, il n'y a pas une difficulté de compréhension. J'ai entre mes mains de l'argent. Cet argent m'a été confié pour une destination connue de moi-même, alors que c'est de l'argent qu'on m'a confié. Je décide de me comporter en propriétaire et d'envoyer l'argent ailleurs. J'ai détourné l'argent qui m'avait été confié en vertu de ma charge. Mais nous sommes dans un système qui évolue, qui se passe des termes de la loi, jusqu'à ce qu'on vous dise que même si ce n'était pas entre vos mains, c'était un détournement intellectuel. Allez-y comprendre. Est-ce qu'en ce moment-là, nous sommes encore dans le respect de la légalité des incriminations?
Mais en nous éloignant de la légalité, ce sont les droits et libertés des citoyens que nous mettons en danger. Et enfin, on n'insistera jamais assez, un procès, qu'il soit pénal ou civil, doit être un procès équitable. C'est confirmé dans tous les instruments internationaux, c'est confirmé dans notre propre constitution. Toute personne accusée doit être en mesure de se défendre dans un procès public contradictoire. Et en attendant, il est présumé innocent. Mais je voudrais, à titre de conclusion, ça vous met du baume au cœur de savoir que je vais terminer. En citant parfois des noms dans notre communication, dans les cas des affaires qui ont été jugées, nous n'entendons soutenir l'innocence de qui que ce soit. Le juge lui-même n'a pas cette capacité de proclamer l'innocence. Et il n'a même pas cela comme mission. La mission du juge consiste à déterminer si la personne poursuivie est coupable suite à un procès mené selon la loi. Acquitter n'est jamais la proclamation de l'innocence. Acquitter, c'est déclarer qu'au regard des éléments de preuve produits par le ministère public, le juge n'a pas été intimement convaincu de la culpabilité de l'accusé. De même, déclarer une personne libre de toute poursuite, c'est reconnaître par le juge que la procédure engagée là été en violation de la loi et qu'elle rend ainsi impossible l'équité du procès et l'examen du fond de l'affaire, étant donné que toute procédure doit être conforme à la loi et respectueuse des droits de la défense. Toute procédure conduite en violation de la loi ne peut qu'aboutir à un procès inique, inéquitable. Et dans un état de droit, une telle issue serait inacceptable. Voilà, je vous remercie, les amis de la presse. Merci beaucoup, professeur. Vous parlez en tant que constitutionnaliste, mais également comme le chef du collectif des avocats du sénateur Matata dans le dossier. La différence entre interprétation d'une loi et sa lecture. Merci pour toute la série de questions. Je vais faire une remarque d'abord d'ordre général. Ma préoccupation en vous réunissant aujourd'hui et en vous faisant une communication, c'est essayer toujours de faire en sorte que les règles de droit soient connues et finalement, évidemment, soient appliquées. Parce que la vérité que je crois que je peux partager avec vous, c'est que avec notamment les nouvelles techniques d'information et de communication, avec les phénomènes des réseaux sociaux, tout le monde parle de tout. Tout le monde est devenu spécialiste en tout. Et cela ne parvient pas à faciliter la compréhension de certaines choses. Dans le temps, pour prétendre donner un point de vue de droit, on était sûr qu'il faut faire 5 ans d'études. Maintenant, il suffit d'être inscrit à Twitter ou à Facebook. Un juriste s'exprime, un berger de Bukavu répond,
Et parfois, en passant au vote, le berger va battre les juristes. Ce sont des effets inévitables du progrès humain, mais qui ne nous facilitent pas dans le sens de communiquer. Donc, c'est avec cette réserve que je vais essayer de répondre. Sachant que je souhaiterais qu'on fasse plus du pénal, du procès, que du politique. Mais ce n'est pas toujours évident de construire des murs. Les choses peuvent, de nature telle qu'elles s'interpénètrent. Et on est obligé finalement de parler même de choses dont on aurait aimé ne pas parler. Je sais que je peux compter sur votre indulgence. Si j'ai bien noté, la première question concernait la différence à faire entre la lecture d'un texte et l'interprétation. D'abord, retenons qu'il y a une chose en commun. C'est qu'on ne peut pas interpréter un texte qu'on n'a pas lu. Alors, quant à l'interprétation, c'est au cas où, ayant des difficultés quant au sens et à la portée d'un texte, on s'interroge ou on interroge les experts, les spécialistes qui sont en mesure de nous donner le contenu le plus précis possible par rapport à ce que l'auteur du texte a voulu dire. Et quand vous parlez de l'esprit et de la lettre, je comprends déjà que vous avez des difficultés d'interprétation. Parce que quand on a la maîtrise des techniques d'interprétation, on ne commence pas par l'esprit, on commence par la lettre. Il faut dire la lettre et l'esprit de la loi. Pourquoi? Parce que si vous sautez la lettre, vous accéderez à l'esprit comment? Et c'est souvent en boycottant la lettre qu'on sombre dans des dérives, qu'on ne sait plus retrouver le sens de la loi. Parce que si vous avez lu la lettre, que la lettre est claire, vous allez chercher l'esprit où? Parce que l'esprit est dans la lettre telle que le législateur s'est exprimé. Donc voilà ce qu'il faut essayer de comprendre. Généralement, nous disons dans notre jargon que quand une loi est claire, il n'y a pas lieu à interprétation. Mais on peut quand même accepter qu'il y a interprétation dans la mesure où on part d'un fait pour trouver la loi applicable. C'est déjà interprété. Assurer le passage entre une situation de fait et la loi à appliquer, c'est une forme d'interprétation. Maintenant, j'ai l'impression que toutes les questions se ressemblent. Dossier Boukangalonzo, oui. Nous aussi, nous avons d'ailleurs commencé par Boukangalonzo. C'est dans la première ligne de notre communication. Et j'ai dit que c'était une affaire qui a été médiatisée à outrance. Et j'ai dit qu'il y a beaucoup de frustrés parce qu'ils auraient voulu qu'il y ait le faux et qu'on aboutisse à la condamnation. Et j'ai dit qu'il y a même des professionnels de droit qui disent que voilà, on assure l'impunité des crimes les plus graves. Même 200 millions vont partir. Bon, je crois que mon client ne m'en voudra pas si je déborde de temps en temps en effleurant le fond de l'affaire. Par ma formation juridique, moi je ne peux pas dire qu'il y a un délinquant pendant que le juge ne l'a pas traité comme tel. Puisque nous tous, nous bénéficions de la présomption d'innocence. Ce qui est vrai
la procédure n'a pas été respectée, sauf quand la Cour constitutionnelle a dit il y a incompétence. Là, elle s'est souvenue, elle a rappelé à tous qu'il y a des règles à respecter en la matière. 200 millions, je vais en parler. Moi, personnellement, j'ai lu le dossier. J'ai lu le dossier. Les éléments auxquels j'ai accédé me permettent de dire que je n'ai pas accédé à un élément qui établit que Matata a pris 200 millions ou a détourné 200 millions. Surtout précisément quand je rappelle la définition du Code pénal à l'article 145 de l'argent entre vos mains qui vous a été confié à une fin précise et dont vous avez changé la destination en vous comportant comme un propriétaire alors que vous n'étiez qu'un dépositaire précaire. Cela n'est jamais arrivé, du moins je n'en ai pas eu la preuve dans les pièces du dossier auquel j'ai accédé. Et je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer une chose. Lorsque nous parlons de marchés publics, il y a une loi qui régit les marchés publics. Il y a une loi. Et cette loi, de manière générale, indique le mécanisme qui est suivi pour que l'attributaire du marché perçoive son argent pour faire le travail auquel il s'est engagé. Dans le cas d'espèce, la société qui avait gagné le marché de Bukangalonzo, Africom, c'est elle qui est bénéficiaire de tous les paiements. Les paiements sont effectués par le Trésor public après avoir été ordonnés par le ministère des Finances sur présentation des factures de l'entreprise attributaire du marché. Moi, je ne vois pas comment, à quel moment, l'argent destiné à l'attributaire Africom peut atterrir entre les mains du Premier ministre. Le Premier ministre en République démocratique du Congo ne fait même pas partie de la chaîne de dépenses. Qui se présente devant les caissiers de l'État? Qui prend les espèces? C'est l'attributaire. L'attributaire ne s'est jamais plaint que l'argent ne lui est jamais arrivé. Bukangalonzo a été bloqué à partir du moment où la République démocratique du Congo ne payait pas sa part ou ne payait pas aux échéances. Bukangalonzo s'est arrêté. Ce n'est pas que l'argent qu'on lui donnait n'est jamais arrivé. Et c'est pour cela que le patron de Africom est venu volontairement d'Afrique du Sud, sans aucun mandat, mais pour venir témoigner dans la procédure. Il a même dit qu'il connaissait Matata sans doute, parce qu'on doit connaître les autorités du pays où on œuvre, mais il n'avait pas de relation particulière. Un jour, un journaliste me dit, je crois que c'était le 15 novembre, ainsi tout cet argent va donc partir. Moi, je lui dis, mais quel argent? Les juges n'ont même pas eu l'occasion de le dire. Vous allez le dire en vertu de quoi? Donc, voilà la situation. Et les atteintes à la probité seraient constituées notamment si l'argent remis entre les mains de Matata avait été détourné par Matata à d'autres fins. Mais aucun, en tout cas de la part du ministère public, je n'ai vu aucune preuve où il dit que cet argent logé entre les mains de Matata ou sur le compte de Matata ou sur le mandataire de Matata n'est plus arrivé à Bukangalonzo. Je n'ai jamais vu ça au dossier.
comment voulez-vous que... Bien sûr, je suis avocat, je ne peux pas être ici pour nuire aux intérêts de mon client. Mais comprenez que je ne peux pas être ici non plus pour vous mentir. Je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas rencontrées quand j'étudiais les dossiers. Et quand j'ai la loi sur le marché, je comprends pourquoi je n'en ai pas rencontré, parce que le Premier ministre n'apparaît dans aucune chaîne de dépenses. Je crois qu'il n'apparaît que dans les dépenses des frais de son cabinet. Alors, après avoir essayé de répondre à ça, beaucoup de questions n'ont plus d'intérêt. Le commun des mortels, ça c'est une question difficile. Moi, je l'aborde avec ma double casquette de professeur et d'avocat à la Cour de cassation. Et j'ai encore à apprendre. Vous voulez que le commun des mortels accède à tout? C'est impossible. C'est pour cela qu'on vous crée des facultés pour aller étudier. Vous voulez connaître les droits, faites 5 ans, parfois un peu plus avec les années blanches. Donc, il n'y a rien à confier au commun des mortels. Il faut comprendre qu'on n'arrive jamais à la décision de culpabilité quand on n'a pas donné de preuves permettant à un juge de déclarer cette culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Il a l'intime conviction que cela a eu lieu et il prononce la condamnation. Il a des doutes, il acquitte. Il acquitte. Quand il a acquitté l'innocent, pas nécessairement. Il a acquitté quelqu'un pour qui l'accusateur n'a pas apporté de preuves de culpabilité. Ce n'est que ça. Maintenant, il y a des documents qui circulent dans la presse, tout ça sur la cassation. Est-ce que nous avons fait un effort d'aller rechercher les documents? On va les rechercher pour en faire quoi? Et si on les trouve, on en fait quoi? La diligence pèse sur l'accusation. C'est au procureur de se démerder à travers cette procédure pour trouver une voie qui soit acceptable par le droit et par ceux qui sont chargés de dire le droit et de dire le bon droit. En ce qui nous concerne, qu'ils aillent où ils veulent, nous serons toujours là pour assurer la défense. C'est notre devoir. Mais aller chercher des documents. Ceux qui disent que le document est faux, est-ce qu'ils ont fait prévaloir leur qualité d'authentifier les documents de la cassation? Ils n'ont rien prouvé. Nous, encore moins, nous n'avons rien à prouver. Nous attendons qu'il y ait des preuves contre nous pour les réfuter ou éventuellement pour en être écrasés. Le danger d'être clair, c'est ça, c'est que vous n'avez plus de questions. Non, professeur, les questions ne manqueront jamais. Au-delà de toute cette prétention juridique, les questions ne manqueront jamais, parce que les journalistes sont là pour ça. Il y a aussi des journalistes et juristes ici dans la salle, il faut que je le rappelle. Nous allons passer donc à la deuxième série de questions. Nous en demandons, si vous le voulez, 5 ou 6 comme la première série. Je vais toujours essayer de répondre autant que je peux. La première question, il paraît que je me la suis posée moi-même. Pourquoi tant de rancœur? Il y a une explication en fait dans mon exposé. Il y a une explication. D'abord, il y a une médiatisation à outrance. Pour des raisons diverses, il fallait que quelque part, on convainque l'opinion qu'une lutte acharnée, déterminée, est engagée contre la corruption, contre
les détournements. Et quand les premières têtes commençaient à être citées, la même intensité dans la propagande, le même acharnement ont créé quelque chose dans l'opinion. Les gens, pas vous, pas seulement moi, nous nous sommes dit, ah, les choses commencent à changer. Jusque-là, on croyait que l'impunité serait éternelle. Et maintenant, on commence à secouer les cocotiers et même des premiers ministres sont touchés. Et avec ce que j'ai dit à propos des réseaux sociaux, beaucoup de convictions se sont installées dans nos esprits, dans nos têtes, dans nos cœurs. Et puis, comment, tel que nous sommes habitués à voir notre pays, comment pouvons-nous imaginer qu'un Premier ministre n'est pas détourné? On le pense presque de manière naturelle. Mais une fois que vous quittez le terrain des médias, que vous quittez le terrain de l'opinion publique, et que vous avez cette occasion d'entrer au dossier, vous constatez que ces accusations n'étaient fondées sur presque rien. Bukanga Lonzo, je vous le répète, s'est arrêté quand l'État a cessé de donner sa quote-part, de payer aux échéances. Donc, quand vous entrez au dossier, c'est en deçà de la réalité, de ce qu'on vous disait. D'ailleurs, même moi, pour accepter d'aller défendre ces dossiers, comment moi je vais dire que prendre 200 millions, c'est légitime. Mais ce n'était pas ça la question. Quand vous entrez au dossier, ce n'est pas ça la question. Et quand vous avez étudié le droit pénal, vous dites, dans tous les cas, c'est au ministère de prouver, ministère public. Et quand il vient prouver, il est presque main vide. Alors, que faire? Entre-temps, nous qui avions cru que c'était la fête de l'impunité, que les grands pouvaient être touchés, et que tout d'un coup la Cour constitutionnelle nous surprend en disant « je suis incompétente ». Mais la Cour ne peut pas fonctionner sur l'opinion. La Cour n'est pas une cour d'opinion, c'est une cour de justice. Elle obéit aux règles de droit, lisibles et vérifiables. Mais je vous ai dit, pour étudier les droits, 5 ans, tout le monde n'a pas étudié les droits. Tout le monde n'aura pas la compréhension de l'attitude de la Cour constitutionnelle. Il y en a même qui ont avancé des choses, qui n'ont jamais réussi à comprendre ça. Et pourtant, vous, moi, quand nous lirons les dossiers, nous verrons qu'il y a des choses qui relevaient plutôt de l'affirmation gratuite. Je vais ajouter sur les problèmes de détournement dans les dossiers qui nous concernent, en vous donnant encore un petit exemple. Dans les détournements cités, il y a, je crois, quelque chose autour de 10 millions de dollars. Le montant pourra être vérifié. Mais autour de quoi? De l'électrification du site de Bukanga Lonzo. C'est compté dans les détournements. Mais vérification faite en l'état actuel des faits tels que nous les connaissons à partir du dossier. L'électrification, les installations électriques, les connexions, les transports, non seulement tout a été construit, réalisé, mais tout a été livré.
au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et la République a livré les installations à la SNEL et l'électricité de Bukangalonzo avec ses connexions, avec ce qui coûte. Tout est en place et tout fonctionne. D'un côté, argent détourné, de l'autre, le même argent qui a réalisé les ouvrages. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est ça les données des dossiers. Donc, les frustrations, beaucoup ont été frustrés parce qu'on attendait d'avoir des preuves éclatantes que les choses ont changé. Mais à la date d'aujourd'hui, aussi à cause parfois des dossiers mal ficelés, l'État n'a récupéré aucun franc. Dans aucun dossier dont vous avez entendu parler avec beaucoup de tapage. Vous les journalistes, peut-être vous en connaissez là où l'État a récupéré. Moi, je n'en connais pas. Ça fait des frustrations aussi, non? Voilà. Les frustrations, c'est par rapport aux attentes de la population et de l'opinion. Mais une population, une opinion qui parfois est victime de la désinformation, de la mauvaise information, des manipulations. La deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, c'est sur les inquiétudes. Les inquiétudes sur la liberté dangereuse du système judiciaire face à la légalité des textes. Oui. Au-delà du dossier, au-delà du dossier Bukangalonzo, quel autre dossier fonde vos doutes ou fonde vos inquiétudes? Ai-je d'autres exemples? A-t-il demandé. D'abord, ignorer que cet exemple, que ce serait déjà bien pour être convaincu. Mais vous n'avez pas oublié le dossier Kamere quand même, où nous avons entendu les procureurs dans l'impossibilité d'établir la matérialité du détournement, dans l'impossibilité d'établir que l'argent a été entre les mains des Kamere, et passer aux aveux en disant je n'ai pas d'acte matériel, mais c'est un détournement intellectuel. Or, toute infraction est intellectuelle. Donc il n'avait rien dit. Il n'y a pas d'infraction sans élément intellectuel, ce qu'on appelle l'élément moral. Mais l'élément moral n'est jamais examiné avant l'élément matériel. Ici, il a voulu faire remplacer l'élément matériel par l'élément intellectuel. Ça, c'est une déviation des textes. C'est un contour de la légalité.